quels sont les éléments qui définissent un bon sommeil? Comment est-ce que toi, par exemple, pour préparer tes sujets dans tes études, qu'est-ce que tu leur imposes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être sûr que l'on considère qu'ils aient un bon sommeil? Alors, un sommeil de qualité, eh bien, ça se caractérise par le fait qu'on va avoir une journée du lendemain de qualité. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de somnolence, on sera en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux et on aura le sentiment d'être fonctionnel et voilà, d'être fonctionnel pendant la journée. Et donc, souvent, ce qu'on caractérise, d'un bon sommeil, déjà, c'est une durée suffisante de sommeil. Les recommandations, de sommeil sont de 7 à 9 heures, pour les adultes et en moyenne en France, on a seulement 7 heures. Enfin, on peine à avoir presque les 7 heures, de moyenne en France, donc les Français, on dirait qu'en moyenne, ils dorment pas suffisamment. Hem Et les recommandations aussi sont beaucoup plus élevées chez l'enfant, c'est-à-dire que, il faut beaucoup plus dormir pour un enfant. On est entre 9 à 12 heures pour, l'école primaire et de 8 à 10 heures pour les adolescents. Enfin, de 12 à 18 ans, on va dire. Ensuite, on caractérise un bon sommeil par une bonne, continuité, c'est-à-dire qu'on va avoir peu ou pas de réveil nocturne et on va s'endormir, on va dire en moins de 30 minutes. Et enfin, on pourrait caractériser un bon sommeil par une architecture du sommeil normale. Donc l'architecture du sommeil, c'est-à-dire la succession des cycles de sommeil. Donc on va avoir le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal, donc qui est surtout celui des rêves, en fin de nuit surtout. Et enfin, pour caractériser un bon sommeil eh bien je dirais que on a une facilité à réguler ses émotions, son agitation, son anxiété et pas d'inertie de sommeil. Parce que du coup, le matin, si on a eu, un mauvais sommeil, on va avoir ce qu'on appelle l'inertie de sommeil. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à se réveiller, on va être, ce qu'on appelle, dans le gaz. OK, super. Et quels sont les mécanismes neuronaux? Donc, si on rentre vraiment là dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe avant le sommeil, dans la journée peut-être, je sais pas jusqu'à quand est-ce qu'il faut remonter et pendant le sommeil et qui vont, peut-être nous différencier du coup les différentes phases de sommeil que tu disais et qui vont nous préparer, pour le sommeil? Alors, pour, l'endormissement et le sommeil, il y a 2 mécanismes, qui rentrent en compte. Il y a à la fois le système circadien qui détermine le moment, propice au sommeil. Donc c'est un peu l'horloge, ou le réveil qui sonne qui dit: «OK, maintenant, c'est l'heure d'aller dormir». Et il y a un autre système qu'on appelle le système homéostatique et qui là, c'est celui qui accumule la pression de sommeil. Donc là, ça marche un peu comme un sablier, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la journée, on va, accumuler de la pression de sommeil. Ça marche, pour l'adénosine, ceux qui connaissent ou qui en ont déjà entendu parler vont reconnaître. Donc le bon moment pour s'endormir, c'est lorsqu'on a accumulé assez de pression de sommeil et que, c'est le moment propice aussi pour dormir. Et comment est-ce que ça va se caractériser? Donc, est-ce que c'est la mélatonine qui va être, du coup produite de manière régulière en fonction du rythme circadien? Est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs de la production de mélatonine et à l'inverse, du coup, je suppose des facteurs qui empêchent son déclenchement ou qui retardent son déclenchement? Alors, du coup, pour, répondre aux 2 systèmes, déjà pour accumuler de la pression de sommeil, il faut qu'on soit assez actif dans la journée. Il faut qu'on ait eu des activités, cognitives, assez importantes et aussi de l'activité physique. L'activité physique, ça va beaucoup aider à accumuler de la pression de sommeil et à avoir du coup un bon sommeil. Et effectivement, tu parlais de la mélatonine, que la mélatonine, on peut dire que c'est l'hormone de l'obscurité. Donc sa sécrétion qui est régie par la glande pinéale, elle induit le sommeil et elle favorise le maintien du sommeil pendant la nuit et c'est sa diminution progressive dans le milieu de la nuit qui favorise le réveil au matin. Et je trouve que c'est important de noter que, pour nous, la mélatonine, donc elle est sécrétée, enfin, c'est l'hormone de l'obscurité, comme je l'ai dit. Mais par exemple, pour les rongeurs, donc vont plutôt être actifs, pendant la nuit et qui vont dormir le jour, eh bien, ils sécrètent aussi la mélatonine pendant la nuit. Donc pour eux, la mélatonine n'a pas le même effet que pour nous, c'est-à-dire que pour nous, elle va favoriser notre endormissement et maintenir notre sommeil, et avoir un bon sommeil, alors que pour le rongeur, eh bien, pas du tout. C'est tout l'effet inverse. Et par contre, elle va bien être influencée par les mêmes facteurs, du coup. Et du coup, oui, c'était la 2e partie, de ta question.
Oui, elle va être, influencée par, les mêmes, effets, c'est-à-dire que la mélatonine, elle a à la fois une sécrétion donc qui est circadienne, donc on a un rythme, de la sécrétion de la mélatonine et à la fois du coup par l'obscurité. Effectivement, parce que quand on a, les écrans le soir, notamment avec la lumière bleue, eh bien ça va décaler ou supprimer notre sécrétion de mélatonine et du coup c'est très mauvais parce que du coup on va décaler, également, nos notre bon sommeil, on va dire. Et est-ce que le décalage se fait juste que, par exemple, mettons, que normalement on s'endorme à 22 heures, à 21 heures on est sur, notre téléphone, ça décale la mélatonine de, mettons, de 2 heures, enfin ça décale dans le temps la mélatonine, mais ça la décale ultimement, c'est-à-dire que juste à partir du moment où ça la décale de 2 heures, donc par exemple, du coup, là, on pourra s'endormir pas avant 23 heures ou minuit. Ou est-ce que si après à 23 heures on regarde encore notre téléphone, ça décale à 1 heure et 2 heures du matin et ainsi de suite? Alors du coup, une fois qu'on est dans un mécanisme où on va chercher à s'endormir et cetera, plus on va regarder donc les téléphones, les écrans, enfin voilà, plus ça va nous décaler et les effets sont, assez importants et plus ça va être dans un moment où on est censé dormir, plus ça va avoir, un effet éveillant du coup important et qui va aussi nous décaler. Donc par exemple, pour les gens qui font des insomnies, par exemple, qui se réveillent la nuit et qui ensuite n'arrivent pas à s'endormir, là, il faut surtout pas regarder les écrans parce que là, ça va être encore pire pour, se rendormir par la suite. Donc vraiment pour les réveils nocturnes, c'est vraiment déconseillé, de regarder les écrans. Ça va être extrêmement compliqué, ça va encore plus nous décaler et ça va beaucoup trop nous éveiller pour retrouver le sommeil. Et donc maintenant, je voulais voir concrètement quelles sont les étapes qu'une personne pourrait faire pour optimiser son sommeil. Si quelqu'un maintenant a un sommeil qui est complètement irrégulier, ça peut être une nuit dort 6 heures, une nuit va se coucher plus tard que l'autre, il se lève à n'importe quelle heure. Est-ce que qu'est-ce qu'une personne devrait faire pour optimiser son sommeil par exemple? Alors pour optimiser, son sommeil de manière, globale, enfin pour, mieux dormir, tu veux dire? Mieux dormir, avoir tiré le maximum de son sommeil. Par optimiser, j'entends que bah, si la personne dort 6 heures, mais qu'il lui faut 7 heures, ou si pour une autre il faut 9 heures, c'est pas forcément la durée. On va assumer que la personne connaît à peu près la durée de sommeil qu'il lui faut, parce que je pense que sinon on va pas pouvoir s'en sortir. Est-ce que si la personne se lève à 6 heures pour aller travailler, est-ce que le week-end il peut se lever à 8 heures du matin? Quelle proportion est-ce qu'il peut décaler le sommeil, par exemple, pour le soir se coucher plus tard, les week-ends ou les jours où il travaille pas le lendemain, et cetera. Tu vois, tout ce genre de petites choses pour être sûr d'avoir un sommeil de la meilleure qualité possible et tirer le plus de choses de son sommeil. Alors je dirais que la régularité, c'est encore une fois la clé et que malheureusement, si on doit se réveiller tous les jours pour aller au travail, à 6 heures, et bien du coup, l'idéal, ce serait que le week-end, on se réveille aussi à la même heure, même si, ça peut faire un petit choc, psychologique de se dire: «Ouh là là, en week-end, je vais me lever à 6 heures». Pour avoir le meilleur sommeil, et la meilleure architecture et l récupérer au mieux, ce serait l'idéal. Ce serait effectivement de toujours garder les mêmes heures de coucher et de lever, y compris les week-ends. Et est-ce qu'on va avoir un effet aussi sur la qualité durant l'éveil? Donc, est-ce qu'on va se sentir plus en forme si on se lève toujours à la même heure ou si le week-end, bon, bah, on a gratté 2 heures de sommeil de plus? Est-ce qu'en fait, ces 2 heures de sommeil de plus, elles vont, elles vont nous rendre plus en forme ou est-ce que ironiquement, on va être moins en forme que si on s'était levé à 6 heures? Alors, il y a plusieurs phénomènes, qui rentrent en compte, mais globalement, si on a ce petit décalage, en fait, ça veut dire qu'on va se réveiller et d'habitude, on serait déjà éveillé si on se réveille plus tard le week-end. C'est peut-être pas très clair là. Oui, si, si, ça va. Je pense que j'arrive à comprendre que forcément, s'ils se lèvent à 6 heures tout le temps, quand ils vont se lever à 8 heures, bah, d'habitude, à 8 heures, c'est déjà 2 heures qu'ils sont debout et que donc le rythme circadien est déjà avancé sur d'autres étapes. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, donc si on a l'habitude de se lever à 6 heures en semaine et qu'on se lève à 8 heures pendant le week-end, et bien du coup, ça fait 2 heures que notre organisme normalement, il est déjà debout, en activité et cetera et cetera et donc déjà, on peut avoir une modification de l'architecture du sommeil. En plus, vu que c'est pas nos heures habituelles, on se lève à 8 heures, donc on va se dire: «Super, j'ai un peu plus dormi», mais on peut avoir plus d'inertie de sommeil. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas l'habitude de se réveiller à cette heure-là, on va être plus longtemps, dans le gaz et on va avoir du mal à du coup se mettre en route parce que c'est pas notre heure, habituelle de se mettre en route. Par contre, dans ces cas-là aussi, ce qui est important de préciser, c'est que l'idéal, encore une fois, l'idéal, c'est qu'en semaine, on soit pas en tête de sommeil. Parce que du coup, si la semaine, on accumule de la dette de sommeil, on dort, 6 heures alors qu'on en a besoin de 8.
et que le week-end, du coup, on essaye de compenser en dormant un petit peu plus, en se réveillant plus tard, et cetera, eh bien, on va avoir la sensation qu'on a récupéré un peu de cette dette de sommeil, mais du coup, ça va à la fois un peu nous décaler pour la semaine d'après, comme ce qu'on disait, dans l'épisode précédent. Donc c'est pas forcément l'idéal non plus, mais on pourra reparler de comment récupérer de la dette de sommeil, plus tard. Mais en tout cas, pour, optimiser, son sommeil, de la meilleure manière possible, la régularité, c'est la clé, donc coucher et lever à la même heure. Un environnement propice au sommeil, c'est-à-dire, on va chercher une chambre, sombre, sans aucune lumière, calme et fraîche. Souvent, on dit qu'il faut 18-19 degrés dans la chambre. Avoir une routine de détente avant le coucher, c'est le plus optimal. Donc on va se mettre dans un environnement, créer une routine avec, de la lecture, de une musique, douce, une douche, peu importe. Éviter les écrans, 1 à 2 heures, avant le coucher. 2 heures, ce serait, parfait, en mettant des filtres et du coup, avoir suffisamment d'activités intenses pendant la journée pour suffisamment bien dormir le soir et éviter la caféine, l'alcool et la nicotine, surtout, l'après-midi et le soir. Je voulais revenir sur l'idée des lumières avant le sommeil. Il me semble, les photorécepteurs, dis-moi si je dis n'importe quoi ou pas, mais il me semble qu'ils sont sur le bas des yeux parce qu'ils viennent choper la lumière, d'en haut de base. Ou il y en a aussi Alors, sur le versant haut? Parce que c'était pour savoir si en gros, le soir, si une lumière qui est, par exemple, si on met une lumière, basse, par exemple au niveau du sol, est-ce que ça a le même impact sur la perception? Enfin, tu vois, est-ce que ça dérègle autant le cycle que si elle est au plafond? alors, nos photorécepteurs, sensibles à la lumière, donc les cellulles à la mélanopsine, elles sont plutôt, assez bien réparties finalement. Donc, il y aura pas forcément d'impact. Mais je pense que ce qu'il faut pas confondre quand on parle de ça, c'est que, pour mesurer les lux et l'intensité lumineuse qui arrive, aux yeux, si la lumière est basse, donc au sol, quand on regarde, ça va être, en face par exemple, on va prendre l'exemple de on a une lumière qui est un peu sous notre lit et qui projette, heu, un peu sous notre lit et nous on regarde en face ou peu importe. La lumière perçue et qui arrive aux yeux, elle sera bien moindre que celle qui est sur le plafond, tout simplement parce que les rayons lumineux, ils arrivent pas de la même source, du même angle et du coup l'intensité perçue sera pas pareille au niveau des photorécepteurs, même si nous, on a l'impression que, ça peut être un niveau de lumière équivalent. Ouais, OK, je vois ce que tu veux dire. C'est pareil. C'est comme, si regarder son téléphone, le mettre légèrement en oblique, on voit toujours pareil, mais le gros de la lumière par là et donc, C'est ça. on est moins exposé, OK, oui. La directionnalité des rayons et les si on regarde la source directement ou une réfraction de la source, ça va pas produire, au niveau des photorécepteurs, la même intensité lumineuse perçue.